Je suis titulaire d'une chaire de recherche qui s'appelle la chaire Desjardins en développement des petites collectivités. C'est une chaire de recherche qui travaille donc sur les questions de développement rural. Et cette chaire-là, elle est associée à une université qui s'appelle l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région du Québec qui se trouve au nord-ouest du Québec, à 700 km à peu près, au nord de Montréal. Donc moi, je suis Xavier Ritzaina, je suis chercheur CNRS à Sciences Po Bordeaux, au centre Émile Durkheim. Et j'ai 3 thèmes de recherche principaux. Le premier qui ne vous intéresse pas, c'est sur religion politique. Le deuxième, sur les dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire. Et le troisième, qui est lié sur une mobilisation identitaire proche de l'anthropologie politique. Il faut voir que le Québec est un pays relativement jeune, comme je le disais, c'est à peu près 400 ans d'histoire. Les coopératives se sont surtout développées dans les dernières 100-150 dernières années. Ça a pris un essor relativement important en milieu rural parce que c'était un moyen pour les collectivités rurales de prendre en main une partie de leur économie, notamment de se donner collectivement des outils pour, par exemple, dans le domaine agricole, pour avoir des endroits pour vendre le lait, pour le transformer en beurre, par exemple. Il y a eu beaucoup de laiteries qui se sont mis. Dans le domaine de la forêt aussi, comprendre que nous, l'agriculture, ça ne faisait pas toujours bien vivre ces gens. Donc, ils devaient aller souvent de l'hiver travailler dans le bois. C'était des entreprises américaines, très souvent, qui exploitaient ces travailleurs-là. Donc, les travailleurs ont senti le besoin de se regrouper souvent en coopérative et d'aller dans le bois. Donc, coopératives agricoles, coopératives forestières ont été des coopératives relativement importantes dans la structuration, je dirais, du Québec rural. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on voit apparaître des coopératives de santé. C'est loin de l'agriculture, c'est loin de la forêt, mais c'est des besoins que les populations ont ressentis. On va avoir accès à un médecin, il n'y a pas de médecin, donc on crée une coopérative pour essayer d'avoir accès à des services de santé. Moi, je dirais que celui qui me vient le plus facilement à l'esprit, c'est ce que j'appelle le lien d'usage. C'est-à-dire que dans de nombreux villages ruraux, on va décider de créer une coopérative parce qu'il y a un service auquel on avait accès qui disparaît ou qui n'est pas, depuis toujours absent, mais souvent c'est parce qu'il disparaît. Par exemple, l'épicerie du village, l'épicerie ferme, et là on se dit, bon, ben, on a besoin d'une épicerie, on va créer une coopérative, et on pense qu'en créant une coopérative, tous les problèmes vont se résoudre. Et si on ne crée pas le lien d'usage, donc si on n'habitue pas les gens de la collectivité à venir consommer dans cette épicerie-là, ce n'est pas parce qu'elle est sous une forme de coopérative que l'épicerie va tout d'un coup devenir plus rentable et continuer à vivre. Donc c'est un des défis importants quand on crée une nouvelle entreprise collective en milieu rural, de s'assurer que les gens s'y identifient, s'y reconnaissent et décident de participer à la vie économique, je dirais, de cette entreprise-là, donc d'aller, dans le cas d'une épicerie, d'aller y acheter des biens, mais aussi de continuer à participer à la vie démocratique de ces entreprises-là, donc d'aller au conseil d'administration, aux assemblées générales pour continuer à faire vivre l'entreprise. Que les défis dépendent de l'orientation du secteur de l'économie sociale dont on parle. C'est-à-dire s'il est plutôt d'orientation, vraiment il est immergé dans le marché, là évidemment le défi c'est un défi économique de compétitivité et qui dépend des aléas du secteur en question. S'il est dans le volet de l'économie sociale et solidaire plutôt quasiment du parapublic, mais en particulier dans le secteur associatif, dans le social au sens restreint, le défi c'est d'arriver à surmonter la crise des finances publiques, tout simplement. Et donc, une des réponses, c'est, je crois, ces formes de coopératives multipartenariales qui sont en train de se mettre en place, type société coopérative d'intérêt collectif, où peuvent entrer comme sociétaires également les usagers, mais aussi les collectivités territoriales, etc. Donc c'est une façon aussi de se prémunir, je crois, contre ces risques-là.
C'est-à-dire qu'il y a des structures qui ont été mises en place, qui sont en partie financées bien sûr par l'État. On pense ici par exemple à un niveau régional. Il y a ce qu'on appelle des coopératives de développement régional qui ont comme mandat d'accompagner les promoteurs d'entreprises collectives. Alors, il y a là, oui, un soutien qui est fait, il y a un accompagnement qui est fait, qui me semble enfin, ça dépend toujours un peu de qui est à la tête ou qui sont les gens qui sont dans ces institutions-là. Mais il y a quand même une structure qui fait en sorte qu'on est capable de faire la promotion et d'accompagner correctement les gens qui veulent développer ce type d'entreprise. On a eu la loi sur l'économie sociale et solidaire, et avant en Espagne, qui quand même offre de nouveaux outils et de nouvelles opportunités pour ce champ-là. Et puis ensuite, c'est effectivement les régions qui ont une politique très active d'économie sociale et solidaire. Il faut regarder à chaque échelle, les départements, les intercommunalités, et un des outils, par exemple, ça a été évoqué cet après-midi, ce sont les pôles territoriaux de coopération économique. En Aquitaine, il y a celui de Sud-Aquitaine, à Tarnance, qui est porté par le comité de bassin d'emploi du Seignance, et où on trouve vraiment cette espèce de coalescence territoriale. Vous avez ces acteurs publics, privés sociaux, y compris d'ailleurs des entreprises marchandes pures, entre guillemets, qui collaborent. Moi, je remarque vraiment un activisme de la région ici. Dans ce secteur-là, mais comme les régions sont amenées à être redéfinies territorialement, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, je dirais. Il faut attendre un petit peu que la décentralisation française vraiment passe ce stade de redéfinition dans lequel elle est actuellement. Ce qui m'a plutôt frappé, c'est les ressemblances entre plusieurs mécanismes qui ont été mis en place sur les territoires. Ce matin, par exemple, on a eu quelqu'un qui nous a parlé des SADC au Québec, qui sont des organismes qui voient au développement des entreprises. Et puis on a eu quelqu'un d'autre qui nous a parlé aussi d'une structure un peu en France. Et on regardait les dispositifs qu'ils avaient mis en place des deux côtés. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'accointances, beaucoup de choses qui se ressemblaient. C'est plus ça, je dirais, qui, moi, me frappe que dire « Ah, tiens, ici, il y a une idée géniale qu'on devrait apporter chez nous. » J'étais plutôt frappé par le parallèle des problématiques.